pour cette présentation. Je vais maintenant inviter nos animateurs pour la discussion. Donc, Davide Martino, je vais le réinviter. Vous l'avez déjà rencontré. J'aimerais aussi présenter Elia Fong. Elle est physiothérapeute d'Edmonton et elle exerce à l'hôpital pour enfants Stollery. Elle travaille avec les personnes atteintes de troubles de la coagulation depuis maintenant 15 ans. Elle est très intéressée par les maladies chroniques et s'intéresse particulièrement à l'impact de ces dernières sur la qualité de vie du patient et de sa famille, sur sa santé physique et sur son bien-être socio-émotionnel. Alors, bienvenue. Et ensuite, mon Dr. Martino et Elio vont nous présenter nos panélistes. Et je vais lire leur biographie, là. Donc, Cleveland Pagani. Donc, il est coprésident de la section de l'Alberta et il est membre du Comité national de la sûreté du sang et de l'approvisionnement. Voilà. Alyssa Hildebrand, parent d'un enfant qui a l'hémophilie A sévère. Il a été diagnostiqué à l'âge de 9 mois lorsque son bras a gonflé après une prise de sang. Et depuis ce temps-là et jusqu'à l'âge de 5 ans, il a souffert de nombreux saignements de l'articulation de la cheville. À l'âge de 3 ans, il a également dû se faire poser une prothèse en raison d'un mauvais accès aux veines. Et depuis qu'elle a commencé les millibras à l'âge de presque 5 ans, il n'a pas eu de saignement important avec de l'articulation de la cheville. Stephen Brown, de l'Ontario, vit avec l'hémophilie B depuis sa naissance et apporte un point de vue précieux à la discussion. Il y a 5 ans, il a participé à un essai de thérapie génique qui a changé la donne dans son cours thérapeutique. Avec un doctorat en biologie moléculaire et plus de 15 ans d'expérience dans l'accès au marché et le remboursement au sein des industries pharmaceutiques et biotechnologiques, Stephen offre une perspective unique sur l'impact transformateur de la thérapie génique dans l'hémophilie. Dane Peterson est un hémophile souffrant d'une grave déficience en facteur 8. Et il a expérimenté toutes les formes de traitement de l'hémophilie depuis la cryogénisation. Il vit avec sa femme et ses 2 enfants à Dundas. Sa fille a récemment été testée comme porteuse symptomatique. Et ensuite, Robert McDonald. Il a 45 ans. Il a été diagnostiqué à la naissance avec une hémophilie A sévère. Il vit à Kitchener, en Ontario, à environ 1 heure de Toronto. Il est directeur d'usine pour une société de fabrication et ses loisirs comprennent les arts martiaux, les motos et les courses. Bon, ça sonne très intéressant, très amusant. Il participe à l'étude d'essai Marstasicum depuis un peu plus de 2 ans et n'a eu besoin d'une perfusion de facteur 8 qu'une seule fois. Donc, merci à vous tous et je cède la parole aux animateurs. Merci. Merci tout le monde. Merci d'être ici cet après-midi et de partager avec nous vos expériences. Et on aura peut-être du temps pour les questions à la fin et pour une discussion. Je connais 2 tiers d'entre vous, mais peut-être... Bon, vous avez tous eu une expérience directe avec ces nouveaux agents d'une manière ou d'une autre. Ce serait bien si vous tous pouviez nous en parler. Et si on commençait, présentez-vous brièvement et dites-nous pourquoi vous avez décidé de choisir une thérapie ou pourquoi vous êtes inscrit à un essai en particulier. Et après ça, on pourra vous poser des questions pour aller chercher plus de détails. Robert, bonjour. Alors, moi j'ai commencé l'essai de Marstasicum. Bon, c'est proche, la prononciation est proche. Je ne sais pas si c'est plus facile, mais bien. Alors, il y a un peu plus de 2 ans, pas de saignement pendant tout le temps, mais il y a 1 mois, bon, je faisais du travail physique et j'ai fini par un saignement musculaire dans mon avant-bras. Sinon, ça a été une bonne expérience pour moi. Moi, je voulais aider au développement de nouvelles thérapies, de nouvelles technologies, de nouvelles innovations pour aider la prochaine génération d'hémophiles. Et c'est pour ça que j'ai choisi de participer au projet. Et l'avantage, c'est d'avoir reçu un traitement subcutané 1 fois par semaine plutôt que par intraveineuse. Et j'ai eu Alors, ce produit est très facile et je n'ai pas manqué un seul traitement.
Ah, vous ne nous voyez pas assez souvent, très souvent. Alors, moi, j'ai participé au panel il y a 2 ans et j'ai présenté, j'ai parlé d'expérience d'avoir vécu d'1 an. Et là, je suis là pour parler de mes 3 ans d'expérience. J'ai eu quelques saignements pendant le traitement. Les saignements ont été traumatiques. J'ai eu quelques saignements musculaires, donc je pouvais comprendre ce qui vient d'être présenté quand on parlait des saignements musculaires après une activité. Et je dois dire que je n'ai pas changé mes activités. J'ai été actif avant et je suis toujours. Je fais encore les mêmes sports. Mais le curling et le vélo de montagne, j'ai toujours pensé que c'était à faible impact, mais là, je commence à avoir des saignements musculaires. Alors qu'avant, je n'avais pas de saignements musculaires. Alors, ça, c'est quelque chose dont je suis content. C'est peut-être parce que je vieillis. Je viens d'avoir 40 ans. Peut-être que ça quelque chose. Peut-être que je dois m'étirer plus qu'avant, mais c'est ce que moi, j'ai remarqué. Je prends Libra. Alyssa, je m'appelle Alyssa. Notre fils a 10 ans. On nous a offert, bon, c'était un des premiers au Manitoba à prendre le Libra. Et lorsqu'il était jeune, c'était très difficile et traumatisant. Il recevait un traitement de facteur une fois par semaine, mais il avait des problèmes d'articulation à la cheville, une articulation problématique à la cheville. Il a passé ses 5 premières années avec des plâtres ou... Il n'a pas pu être un jeune actif. Alors, on a pesé les options, on a pesé les risques des médicaments et on s'est dit que ça valait la peine d'essayer le nouveau traitement. Il y a des études qui ont été faites aux États-Unis, mais moins d'études ont été faites au Canada. Mais on s'est dit que ça valait la peine. On voulait qu'il ait l'occasion d'avoir une enfance normale. Et depuis qu'il prend Libra, bon, on a vu tout un changement. Il a commencé 1 fois par semaine, subcutané. Avant ça, c'était 4 fois par semaine, mais il avait encore des saignements à la cheville. Il avait encore, c'était difficile d'avoir accès veineuse, donc on a installé un port. Et bon, là, ça fait 5 ans maintenant. À notre connaissance, il n'a pas eu de saignement majeur. Bon, il y a eu des blessures, mais on est très heureux qu'il n'ait pas eu de problème majeur. Je m'appelle Steven. Bon, il y a 5 ans, un peu plus de 5 ans en fait, je me suis inscrit dans un essai de thérapie génique. Et bon, c'était Pfizer et ça ne sera plus offert, donc je le mentionne. Donc, pendant les 5 ans, bon, j'ai eu des saignements. Mes niveaux varient, mais j'appartiens à la catégorie modérée ou faible. Et ça a été une transition. Les saignements que j'ai eus, bon, 100% des fois, je savais que c'était des saignements, mais les autres douleurs, bon, j'ai peut-être manqué des saignements. Je me suis dit, bon, si je me repose, ces problèmes se sont résolus. Mais je ne prends plus de prophylaxis, mais je m'entraîne tous les jours. J'ai beaucoup plus de muscles. Et donc, pendant cette période-là, ma santé s'est grandement améliorée. Et je trouve que la thérapie génique ne va pas restaurer ou réparer les dommages aux articulations, mais ça a définitivement ralenti la progression et ça a permis de faire des activités protectrices. Bon, moi, ma transition vers Altuvio découle d'une adolescence ou de traitements non réguliers. Donc, j'étais un hémophile sur demande
Et après, dans les années, dans ma trentaine, j'ai compris là, que je ne pouvais pas continuer. J'avais besoin de traitements prophylactiques. Je devais être plus responsable. Et cela m'a amené à prendre les médicaments de longue durée. Je cherchais plus de couverture. Donc, comme participant, bon, je suis ouvert à toutes les options qui sont disponibles. Je travaille avec la clinique sur une étude. Et Altuvio, bon, c'est remarquable, ce traitement-là. Je n'ai pas de saignement. Je ne me souviens pas, en fait, de la dernière fois où j'ai eu un traitement, et ça fait 4 ans que je participe à l'étude. Et je transitionne vers un monde où je suis hémophile sans avoir les problèmes associés à l'hémophilie. Je n'ai plus de rappel ou je n'ai plus de saignement. Et ça a changé ma façon de voir les choses. Donc maintenant, je dis, bon, OK, j'ai des problèmes de cheville, mais bon, j'ai préparé beaucoup de questions. J'ai l'impression que vous êtes en train de dire que votre qualité de vie s'est grandement améliorée. Bon, je vais poser ma question à Karen, parce que moi, je suis parent moi-même. Je peux imaginer avoir un enfant qui doit gérer une maladie. C'est associé à d'autres fardeaux. Quelqu'un d'autre a mentionné que les parents ressentent beaucoup de culpabilité grâce aux réseaux sociaux. Alors, je comprends tout à fait l'expérience des parents. Les parents hélicoptères ne sont pas de mauvais parents, c'est juste que les parents, ils ont à cœur leurs enfants. Est-ce que vous pouvez changer votre style de parental maintenant? Je peux le laisser faire plus. Il y a plus de liberté pour faire ce qu'il veut. Et je peux le laisser... Bon, mon mari et moi, on se dit, OK, essaye-le. Et si à un moment donné qu'il y a un problème, on veut qu'il puisse essayer des choses. On veut qu'il essaye. Donc, on est moins protecteur qu'avant. Est-ce que vous diriez que le mot « non », c'est beaucoup moins fréquent? Et pour les autres, est-ce que vous avez changé? Pour ceux qui ont des enfants, est-ce que votre style de parental a changé? Est-ce que vous avez remarqué des différences ou est-ce que vous avez changé quelque chose à ce niveau-là, votre vie familiale? Moi, je peux répondre. Ça, c'était une de mes considérations lorsque je me suis inscrit au programme de thérapie génique. Moi, j'avais un fils à l'époque, jeune, qui était très actif et en vieillissant, je voulais m'assurer d'avoir la mobilité pour pouvoir faire les choses que lui voulait faire et de ne pas être limité. Alors, oui, ça a changé ma façon d'interagir avec mon enfant. Je pense qu'avec les enfants, il faut prendre ça en considération en vieillissant. Et j'espère... j'aimerais ça avoir l'expérience d'un vieux sage, mais j'aimerais ça... Tu sais, quand on regarde par le passé, j'aimerais ça pouvoir éviter les problèmes que j'ai fait par le passé. Mais il y a des choses qui se produisent. Par exemple, là, mes enfants jouent au baseball et moi, j'ai déjà été frappé par une balle de baseball. Moi, c'était un jeune de 8 ans qui jouait, mais ça fait mal quand même. Ça a frappé fort. Mais j'ai pas eu de saignement, heureusement. Je m'assure que je fais ce que je dois faire. Quelqu'un d'autre peut répondre à cette question-là sur le style parental? Bon, je peux passer à la question suivante.
Alors, quand vous avez commencé ces nouveaux traitements, quelle est votre vision de l'avenir? Moi, je travaille avec une autre condition, une autre affection. Ces enfants qui pensaient que leur vie allait être courte se disent maintenant, ah, ben j'ai la chance de vivre jusqu'à l'âge de 80 ans maintenant. Alors, est-ce que vos plans d'avenir ont changé? Et si oui, comment? Moi, je dirais que je suis plus optimiste. Bon, je suis né dans les années 70. J'ai commencé avec cryoprécipitate et ensuite je suis passé à d'autres traitements. Bon, pendant 15 à 20 ans, de mon point de vue, il ne semblait pas y avoir beaucoup d'innovation ou de changement au niveau des traitements ou des soins. Mais dans les 10 dernières années, ça a été incroyable. C'est très inspirant. Donc, moi, je suis optimiste. Les choses vont continuer à s'améliorer. Et après avoir entendu la présentation de Karen, je change sur l'origine des saignements articulaires. C'est une période très excitante et je suis très optimiste. Et moi, je suis d'accord avec ce que vous avez dit, mais j'ajouterais ceci. Je suis très heureux des avancées qui ont été faites jusqu'à maintenant, mais c'est toujours pas parfait. Et moi, quand je pense à l'avenir, j'ai hâte de voir ce qui s'en vient. On sait que les saignements sous-cliniques surviennent et le problème n'a toujours pas été réglé. Alors je suis optimiste pour l'avenir. Mais je suis impatient de voir la nouvelle génération, la prochaine génération des traitements. Bon, en ce qui concerne l'avenir, j'étais très content aujourd'hui. Bon, je suis né moi aussi dans les années 70. J'ai jamais pensé que j'allais mourir jeune, mais j'ai jamais pensé que j'allais pouvoir vieillir non plus. Et je viens d'avoir 50 ans cette année. Et je dois dire que, bon, l'hémophilie, c'est quelque chose qui me préoccupe toujours, mais en ce qui concerne les interactions médicales, ce n'est plus une priorité. Là, je suis aux prises avec des problèmes de vieilles personnes maintenant, des problèmes cardiovasculaires, où je m'inquiète de ces problèmes-là. Le risque de crise cardiaque, d'AVC, qu'est-ce qui va se passer? Et donc, je suis très reconnaissant pour la thérapie génique. Mais Dr. Mettino, bon, mais je me pose des questions. Qu'est-ce qui va passer? Quoi d'autre qui va se passer? Là? Est-ce que je vais avoir des problèmes d'articulation? Mais en même temps, c'est important de rester actif physiquement. C'est une des choses qu'on peut faire pour s'assurer qu'on vit longtemps. Donc, c'est la prochaine phase. Je suis content qu'on en parle. L'hémophilie est générationnelle. Dans ma famille, il n'y a pas d'antécédents familiaux à notre connaissance. Ma mère vient du Portugal. Alors, Dieu sait ce qui s'est passé sur les îles, mais on ne pense pas avoir des antécédents en hémophilie. Mais ma fille est porteuse. Et ça fait partie maintenant de ma réalité. Donc, c'est fou. C'est fou que toutes ces avancées se passent. Et si jamais elle a un enfant, bon, l'avenir est prometteur pour lui. Bon, pendant que vous parliez, je me suis dit que vous participez tous soit à un essai clinique où vous êtes des adopteurs précoces de nouveaux traitements et nous sommes contents que vous participiez à ces essais parce que c'est grâce à vous que nous avons maintenant ces produits approuvés. Si les patients ne participaient pas, on n'aurait jamais ces nouveaux produits et ces nouvelles thérapies. Alors, ce qui m'amène à ma prochaine question. Après 1 an ou 2 d'expérience ou 3 ans d'expérience, avec vos connaissances actuelles, est-ce que vous referiez l'expérience? Et si oui, pourquoi? Ou sinon, pourquoi pas?
quelle était votre expérience et est-ce que si vous aviez à refaire l'expérience, est-ce que ça vaut la peine? Et ça pourrait aider les autres aussi qui considèrent d'utiliser une nouvelle thérapie ou de participer à une étude. Et pour nous, c'est très important comme chercheurs, mais pour vous, c'est un fardeau, c'est un engagement. Alors peut-être que vous pourriez nous en parler un peu plus. Ben oui, définitivement, je le referai de nouveau. On ne fait pas de progrès, on ne change rien sans des gens qui soient prêts à poser des questions, à prendre un risque et qui soient prêts à explorer. Donc, si c'était pas moi ou si personne participe, ben qui d'autre? Si c'est pas moi, qui d'autre? Pour moi, j'ai vu ça comme une obligation. Kate, vous avez bien fait votre travail, là. Kate est dans l'avion. Ah non, la voilà. Bon, vous avez bien fait votre travail, Kate. Alors, bon, toute la question du sang teinté dans les années 80 et la période tranquille où rien n'a changé. Et en vieillissant, je pense qu'on commence à voir les choses de façon différente. Moi, j'ai commencé à penser à ce que moi, je pourrais faire pour aider les générations futures. Alors moi, je le ferais, j'hésiterais pas une seconde à essayer quelque chose de nouveau et j'encouragerais les gens qui se posent des questions. Je leur dirais qu'il y a beaucoup de réussite et ça change la donne. Donc, de pouvoir prendre ce traitement plutôt que ce que je faisais avant avec la prophylaxie. Donc, allez-y, essayez-le. Je comprends que les gens peuvent être nerveux, peuvent être inquiets quand on pense aux implications, mais je pense que vous avez toutes les données qui prouvent à quel point c'est bénéfique. Donc, j'encouragerais les gens à faire l'essai. Et moi, je suis d'accord avec ça. En tant que parent, la vie avant Hemlibra et après, il n'y a pas de comparaison. La différence est énorme. Donc, les 5 premières années de notre fils comparativement aux 5 années suivantes, c'était jour et nuit. Ben, Altuvio, pour moi, c'était la transition la plus facile. Je me donnais des infusions depuis l'enfance et là, de passer à 1 fois par semaine, c'était une transition facile. Donc, je suis passé de 2 fois par semaine à 1 fois par semaine. Donc oui, absolument, c'était une transition sans difficulté. Je vais répondre à la question, mais pour moi, c'était pas une question facile. La thérapie génique, bon, c'était une question. Une fois qu'on le commence, on n'a pas l'option de revenir en arrière. Alors, je vais vous dire comment je suis arrivé à la décision. Mais est-ce que je leur ferai de nouveau? Probablement. Mais le paysage a changé dans les 5 dernières années aussi. Donc, ma décision serait différente. Ou ma prise de décision serait différente. Donc, moi, j'ai un doctorat en microbiologie. Donc, pour moi, c'était cool. J'ai été formé en microbiologie et je savais toujours que facteur 8 serait un des premiers domaines à explorer. Il y avait beaucoup d'hémophiles avant moi. Bon, il y a le scandale du sang teinté qui ont défendu nos intérêts. Et donc, le moins que je peux faire, c'est d'aider à continuer l'amélioration de la situation pour la communauté. Et tous les jours, j'utilise les données pour essayer de faire la promotion des produits. Je serais hypocrite de faire ça dans mon travail, mais pas dans ma vie personnelle. Donc, voilà sur quoi j'ai basé ma décision. C'était difficile. L'essai clinique, c'était pas intéressant. Il y a eu beaucoup de prises de sang et c'était pendant la COVID aussi. Ça, c'était une expérience
assez spécial. Bon, je rencontrais Dr Martineau avec des gardiens de sécurité, mais je referais la même décision, je pense, aujourd'hui. Mais la conversation serait différente en raison des nouveaux traitements là, qui sont disponibles. Moi, je n'étais pas un adopteur précoce, mais j'ai 2 filles qui sont touchées par la maladie et je pense que là, je penserais maintenant à mes petits-enfants. Donc, je considérerais participer à un essai à l'avenir. Bon, quand on pense... Bon, la séance précédente, on a parlé de la santé mentale. Est-ce que vous pouvez parler de votre santé? Comment est-ce que votre santé mentale, la charge mentale a changé en tant que partenaire, en tant que parent? Votre santé mentale et celle de votre famille. Bien, pour moi, la charge mentale est moindre, comme d'autres l'ont déjà dit. Moi, je devais transporter beaucoup de médicaments, avoir des injections tous les 2 jours. Et là, je suis passé à toutes les 2 semaines sur Hemlibra et c'est fantastique. Moi, je n'y pense pas la plupart du temps. Mais il y a toujours ce questionnement, est-ce qu'il s'agit d'un saignement ou pas? Quand je fais des activités physiques ou quand je commence à avoir des des douleurs musculaires. Bon, c'était très facile avant de dire, ben, je vais prendre un traitement. Alors, la charge mentale n'a pas disparu, mais elle a beaucoup diminué. Ben, vous avez dit essentiellement ce que moi j'allais dire aussi. Maintenant, c'est fantastique. Moi, je pense que les choses vont mieux, mais il y a eu une transition où je passais d'un sévère, j'avais tous les maux possibles et je recevais des traitements réguliers à une situation où le problème est moins sévère, modéré. Donc, il y a eu une transition, mais généralement parlant, ma situation s'est améliorée. J'ai une meilleure maîtrise et une meilleure compréhension de ma réalité. Bien, je pense qu'avec chaque année qui passe, je regarde vers l'avenir et je pense aux legs de l'hémophilie au niveau des articulations. Bon, moi, je prends l'autobus souvent et je remarque souvent les vieillards qui embarquent dans l'autobus avec 5 sacs d'épicerie et qui sautent littéralement dans l'autobus et je les vois et je me dis, ah, j'espère que je vais être comme ça à leur âge. Et bon, on parle, les personnes qui parlaient du vieillissement, je me pose ces questions-là. De quoi est-ce que ça va avoir l'air à l'âge de 50 ans, 60 ans? Et même tondre le gazon, c'est une question majeure pour moi. Donc, les soins, l'idée même ou le concept de l'hémophilie, bon, par le passé, ça fait partie de ma vie. Ça n'a jamais été un poids, c'est un autre élément tout simplement que je prends en considération. Mais c'est l'impact, les cicatrices qu'on a. Et qu'est-ce qui se passe quand on vieillira. Bien, notre cercle de fournisseurs de soins de santé, on parle souvent d'être libre de l'obligation de réfléchir ou de s'inquiéter de l'hémophilie. Pendant les activités, être libre de penser constamment à la maladie. Et vous l'avez évoqué, vous y pensez moins avec les différentes thérapies. Et c'est vrai pour la plupart d'entre vous. Mais moi, si jamais l'apocalypse survient, là, je vais pouvoir survivre. Je ne serai pas... Vous ne voulez pas être l'hémophile le plus lent, mais... Et c'est pour ça que je m'entraîne.
Bon, faut garder les articulations en santé parce que on vous laissera et les zombies vont vous attaquer. Bon, ça... Bon, assez parlé de zombies. Peut-être qu'on peut changer... on peut parler de changer. Est-ce que vous avez des questions? Bon, je voulais vous demander, on parle de la prise de décision partagée et on pense souvent qu'on le fait dans nos cliniques, mais c'est peut-être pas vrai si vous demandez aux patients. Mais à votre avis, pour les autres patients qui voient leur fournisseur de soins et en ce qui concerne, pour nous, les physiothérapeutes, les infirmières, avez-vous des suggestions sur comment on peut offrir de meilleurs soins en ce qui concerne la prise de décision partagée, la bonne thérapie au bon moment qui répond aux besoins pour que vous puissiez vivre la vie que vous voulez mener? Donc, l'accès à l'information dont vous avez besoin pour faire ces choix-là. Donc, est-ce que vous avez des commentaires du point de vue des patients? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on discute davantage? Qu'est-ce que les fournisseurs de soins devraient faire de façon différente? Bien, j'aime bien le fait que vous posez cette question-là, c'est très important. Moi, récemment, j'ai eu une expérience. Bon, avec les enfants, on a des médecins de famille, avec les enfants âgés, on commence à voir les choses de façon différente. Et je dois dire que les professionnels qui travaillent en hémophilie sont excellents. Vous êtes excellents, vraiment. Et ça a été difficile. C'est difficile d'aller voir un médecin avec mes enfants ou d'accompagner mes parents qui ont des problèmes de santé majeurs et de voir ce que les médecins leur disent. Et je me dis, ben non, c'est pas comme ça que ça devrait fonctionner. Comme hémophile et avec tout ce qui se passe, on oublie à quel point ces équipes sont incroyables. Alors, au nom des patients, je tiens à dire merci. Je pense que tout le monde a peur. Moi, les présentations qu'on a entendues plus tôt aujourd'hui ont vraiment été pertinentes. Il s'agit de... C'est bien qu'on ait toutes ces options-là. Il n'y a pas une solution pour tout le monde. Tout le monde a des objectifs différents. Donc, quelqu'un qui est très actif et qui fait des sports de contact, ou tu peux avoir quelqu'un qui veut voyager beaucoup et donc qui veut des injections moins fréquentes ou des perfusions moins fréquentes. Donc, je pense qu'il s'agit de comprendre ces objectifs-là et ensuite de se réunir et décider de ce qui est mieux et de leur... collectivement, là. Question. Merci, Davido. Bien, tout d'abord, j'aimerais remercier le panel pour les commentaires inspirants. C'est fantastique pour nous d'entendre ces commentaires-là. Donc, merci de prendre le temps. C'est bien qu'on puisse entendre ces choses-là. Alors, j'ai plus un commentaire qu'une question. Certains d'entre vous ont soulevé la question de, bon, là où on se trouve maintenant. Et le paysage est incroyable, comparativement à ce qu'on avait il y a 20 ans, il y a 10 ans. Mais je pense qu'il faut se rappeler que l'innovation continue, le momentum est encore là. La Fédération mondiale, dans les 30 dernières années, offre un atelier tous les 18 mois pour les nouveaux thérapeutes. Et bon, l'atelier le plus récent a été offert l'année prochaine. Et l'année passée, dis-je.
il y a eu une quarantaine de présentations sur les nouvelles thérapies. Donc, l'avantage dont vous parlez, on peut penser que les choses vont s'améliorer encore plus. Allez-y, Julia. Moi, j'ai une question pour Dane. Pourquoi vous avez choisi Altuvio? Bon, c'était une transition. Et je ne voulais pas procéder de façon trop agressive. Moi, je venais de terminer un produit que je ne mentionnerai pas, mais ça n'a pas fonctionné. Et je voulais essayer un autre traitement. Et donc, c'était conforme, ou c'était bien avec mon style de vie. J'ai pas de problème à me donner une injection par semaine. J'ai l'habitude. Donc, ça cadrait avec ma vie, mon style de vie. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce produit-là. J'ai une dernière question. J'ai parlé à beaucoup de familles et à beaucoup de personnes qui ont vécu le scandale du sang teinté. Et quand on présente de nouvelles thérapies, la peur de l'inconnu les empêche d'aller de l'avant. Comment est-ce que vous avez navigué ces peurs-là? Est-ce que vous aviez des peurs en lien avec le scandale du sang contaminé? Moi, personnellement, je suis prêt à prendre des risques, peut-être plus près que la personne moyenne. Et bon, si on ne tente rien, on ne réussit pas. Il faut essayer. Sans ça, on ne saura jamais. Alors, parfois, il faut se lancer dans le vide, même si on a peur, et voir ce qui arrive. Ça a toujours été mon approche. Moi, je peux dire que moi, j'étais très nerveux le jour de ma première perfusion. Il y a 3 personnes qui lui tenaient la main et le docteur m'a dit, est-ce que vous êtes sûr que vous voulez procéder? Je ne pouvais pas revenir en arrière. Bon, je ne veux pas dire qu'il y a un risque de cancer du foie, mais parce que c'est pas démontré dans c'est pas démontré dans les données, mais j'ai vraiment senti que ma vie serait meilleure avec ce traitement que sans le traitement. Et je pense que tout le monde décide en fonction de ce qu'il pense être le mieux pour lui. Donc, si vous pensez que ça va améliorer votre vie, je pense que c'est à ça que ça revient. Erica, infirmière praticienne à Vancouver. Donc, vous êtes des patients qui sont engagés, vous participez à votre santé, vous avez beaucoup de résilience. Et c'est pas tous les patients qui sont comme ça. Certains patients ne veulent pas venir à la clinique, certains sont en colère. Alors, en étant pédiatre, j'aime faire les choses tôt pour créer une attitude positive, le bien-être. Pensez-vous qu'il y a des choses que je peux faire avec des jeunes patients pour... Vous voulez dire, essayer de dire à un adolescent quoi faire? Bon. Moi, j'étais pas le meilleur adolescent et il y a des choses que je regrette. Mais est-ce qu'on vous a donné du counseling ou vous a donné du soutien pendant votre adolescence qui vous a aidé? Moi, je ne suis pas psychologue. Pour moi, c'était une question de maturité, tout simplement. Là. Vous pouvez dire à quelqu'un ce qui est mieux pour lui ou pour elle, mais peut-être que si
si vous savez qu'ils ne vont pas se conformer. C'est une question de traitement. Peut-être que si vous avez qu'ils vont avoir de la difficulté à suivre le programme, vous pouvez choisir le traitement en fonction de ça. Vous êtes mère, qu'est-ce que vous en dites? Alors, je pense que pour nous, être très ouvert, et ça dès son plus jeune âge, parler de l'hémophilie, lui expliquer, lui enseigner tous les aspects de l'hémophilie, lui apprendre ce qu'il devait faire depuis le moment où il était très jeune, mais aussi bâtir une relation très positive avec notre équipe. Ça nous a beaucoup aidé et nous avons une équipe incroyable. Toute notre équipe de médecins, d'infirmières, de physio, etc., ils ont tous offert un soutien incroyable. Donc il n'a aucun problème à aller à la clinique. Pour lui, tout ça, c'est normal. Il a définitivement un petit peu de traumatisme de ses premières années. Bon, mais on est en train de travailler au travers de ça. Mais je crois que généralement, il a appris à comprendre son hémophilie. Bon, il a 10 ans maintenant. Alors, je sais que les années d'adolescence s'en viennent et ça va être un problème sûrement. Mais pour le moment, il est conscient et il comprend ce que c'est que l'hémophilie. Et je crois que c'est effectivement là où vous avez cette relation avec donc l'association, les différents chapitres, les représentants de votre province. Alors, en tant qu'enfant, il y avait ce sens de communauté. Quand vous avez des parents qui peuvent voir ce qui se passe dans les autres générations, vous voyez des enfants qui ont de l'hémophilie, qui voient les adultes, il y a vraiment cette communauté. Vous n'êtes pas tout seul sur une île déserte. Et il peut même y avoir une espèce de modèle de comportement. Je veux dire, c'est là que vous encouragez vos patients à participer à ce genre de communauté, même lorsqu'il s'agit d'une fête de Noël. C'est pas besoin d'être des symposiums éducatifs à chaque fois. Donc, la Société de l'hémophilie peut présenter essentiellement des modèles de comportement parce que ça montre qu'il y a des bonnes manières d'aborder la situation et ça montre les résultats aux différents niveaux pour toutes les personnes qui ont ce genre de troubles de la coagulation. Donc, ces gens-là, ils peuvent venir, peuvent raconter leur histoire et expliquer comment ces différents traitements, thérapies, etc. les ont aidés. Alors, lorsque vous avez des gens qui sont un peu effrayés ou qui ont peur, eh bien, ils peuvent vraiment voir que leurs peurs ne sont peut-être pas aussi justifiées. Et ça leur permet d'établir leur propre parcours. D'ailleurs, il y a beaucoup de parcours parmi lesquels choisir. Tout le monde fait ça de manière différente. Mais franchement, si vous venez seulement voir un infirmière ou un docteur, eh bien, ça peut être énorme comme tâche à surmonter. Mais pas avec la communauté. Merci. Alors, Marie-Claude, je suis fournisseur de soins au Québec. Alors, est-ce que c'était un accès ouvert aux essais cliniques? Est-ce que c'était difficile pour vous d'aller dans ces essais cliniques? Est-ce qu'il y avait d'autres essais de thérapie génique que vous auriez aimé accéder, mais vous n'avez pas pu? Ou alors... Alors, mon équipe de soins était tout à fait ouverte. Ils étaient tout à fait prêts à adopter donc les différents progrès, les options. Moi-même, je suis toujours curieux de voir ce qui s'en vient, de me tenir au courant des innovations. Donc, pour moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que c'est quelque chose qui a été présenté. Il n'y a vraiment eu aucun délai. Alors, mon impression, parfois, c'est que les essais eux-mêmes sont simplement plus limités que les gens qui veulent mettre en place ces essais. Alors, je sais que mon équipe à Mac était vraiment très, très pratique. Ils me demandent de venir un vendredi matin pour que je puisse quand même envoyer les enfants à l'école et avoir une journée. Je crois que les équipes font vraiment un travail formidable de travailler avec les patients. Je veux dire, il est tellement clair que l'objectif ultime, c'est d'obtenir des renseignements et tout le monde est vraiment sur la même longueur d'onde. Bonjour, Mike Byrne de Terre-Neuve. J'ai pas de questions, mais j'ai plus un commentaire sur la dernière question sur les enseignants. Alors, vous avez parlé de la communauté. Je crois que, franchement, les enfants, ils vont répondre davantage à leur père qu'à leurs parents ou à leurs soignants. Donc, si vous avez une bonne relation, c'est très important, c'est certain. Mais ultimement, vous pouvez seulement leur donner les renseignements. Vous pouvez essayer de raisonner avec eux.
Mais vous ne pouvez pas forcer un adolescent à faire quoi que ce soit, c'est la simple vérité. Et ensuite, il faut accepter que parfois, ils vont prendre des mauvaises décisions. Mais bon, à un moment, ça s'arrête, la majorité arrive, ils deviennent plus raisonnables et on est capable de parler avec ces gens-là d'une manière raisonnable. Parfait, merci. Alors, dernière question. Don Houston, je viens d'ici. Nous sommes passés de bons traitements à des traitements formidables. On est presque arrivé au traitement asymptomatique parfait. Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui n'ont même pas de traitement pour l'hémophilie. Alors, quelles sont les choses, laquelle de ces choses fabuleuses vont vraiment changer l'image de l'hémophilie à la planète? Vous avez vu son algorithme? Il est encore en train de figurer son algorithme. Ok, excusez-moi, allez-y. Alors, j'allais dire, j'ai parlé à d'autres hémophiles dans d'autres pays qui n'ont pas accès à ces traitements par facteur. On m'a demandé d'envoyer des facteurs dans d'autres pays. Franchement, ça me brise le cœur. C'est une des choses que j'aimerais beaucoup voir. Je ne sais pas comment ça peut être possible, mais j'espère vraiment que la thérapie génique va vraiment aider dans ces endroits où il y a un problème d'accès. Je veux dire, on parle de gens qui n'ont même pas accès à un médecin. Alors, essayer de leur donner accès à des facteurs, je veux dire, ce sont des patients qui ont des problèmes articulaires toute leur vie. Alors, j'espère vraiment que ce traitement va être disponible, au moins dans cette capacité, pour pouvoir les aider, même si ça n'est pas parfait. Bon, c'est certain qu'il y a beaucoup de caveats, mais moi, ce serait mon objectif, en tout cas. Merci. Merci, merci tout le monde. Je voudrais simplement ici, encore une fois, je peux simplement pas souligner plus que ça à quel point j'apprécie que vous soyez tous ici pour participer à cette conversation et aussi participer dans ces essais cliniques. C'est tellement important pour la communauté en général. Alors, merci, merci à tous. Merci d'avoir été ici avec nous aujourd'hui. On vous verra plus tard. OK, un instant. Un instant. Juste une question pour revenir à ce qu'il a dit. Je viens d'un de ces pays, je viens du Nigeria. Et une des raisons pour lesquelles je suis au Canada, c'est parce que j'ai un fils qui est hémophile. Mon fils va avoir 8 ans au mois d'août. Et nous avons réalisé qu'il était hémophile quand il avait 18 mois. Alors, en me joignant au programme, j'ai réalisé que nous avons peut-être 3 ou 4 adultes dans le pays qui ont de l'hémophilie dans le pays. Vous pouvez imaginer que dans un pays qui a une population de 10 millions, et nous avons moins de 10 adultes qui sont hémophiles. Alors vous pouvez faire vous-même les mathématiques. Alors imaginez un enfant que vous avez, et vous savez déjà que cet enfant ne pourra jamais vieillir et devenir adulte. Je veux dire, c'est pour ça que moi j'ai immigré. C'est pour ça que j'en ai fait ma mission. Je me suis dit, il faut que je quitte mon pays à cause de mon fils. Je ne pouvais pas écouter votre commentaire et ne rien dire. Je disais, les gens qui sont à ma table, je préférerais prendre un facteur expiré plutôt que rien. Je préférerais accepter des facteurs qui sont expirés. Je l'ai fait à 1 ou 2 reprises. Il y en a que j'ai vu, c'est plutôt des facteurs qui ont expiré de 6 mois, mais ça fait rien. Je préfère utiliser ça plutôt que rien d'autre. Et ce que j'ai réalisé, c'est que il va arrêter de saigner. Alors peut-être que ça va rester dans le corps pendant 3 jours. Mais si ça peut rester dans son corps pendant 1 heure, ça va au moins arrêter le saignement. La première fois que mon fils a été diagnostiqué, il n'y avait aucun facteur qu'on pouvait utiliser. Il a fallu qu'on utilise du FFP, donc du plasma fraîchement gelé, et il a développé une infection. Alors, une fois que le saignement s'est arrêté, on a commencé du traitement avec les facteurs. Et j'ai vu mon enfant. Je veux dire, pour moi, c'est du sang.
J'ai pensé qu'il allait mourir. C'était un tellement petit bébé, il avait seulement 18 mois. Alors, vous pouvez imaginer. Alors, quand je me suis joint à la fondation, j'étais très active. Je ne voulais pas que mon enfant meure. Et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. J'étais très active. Je veux dire, moins d'un an après m'être joint à la fondation, je suis devenue une aide. Et on n'a aucun soutien du gouvernement. Et je suis là pour vous dire que tout ce que l'on fait pour le pays, c'est avec des dons personnels des membres, au moins des gens qui sont peut-être un peu riches. Et si vous vous joignez à la fondation, nous n'avons pas d'électricité qui est stable. Donc, il nous faut acheter de l'électricité pour lancer l'infusion de facteurs. Les facteurs ne sont même pas en stock de manière régulière. On reçoit des dons de la WFHS. En général, quand ces facteurs arrivent dans le pays, ils ont déjà expiré. Mais comme je l'ai dit, on va les prendre. Nous avons des gens qui sont morts parce qu'ils ont eu des hémorragies. Nous avons un jeune de 3 ans qui est aveugle parce qu'il est tombé et il n'y avait aucun traitement disponible à ce moment-là. Nous avons perdu 5 personnes pendant la COVID parce que l'unité et la fondation a été fermée. On ne pouvait pas obtenir les fournitures. Alors, bien sûr, il y a eu des saignements. Il n'y a rien qu'on a pu faire pour aider ces personnes. Alors ça, c'est notre destinée. Je crois que c'était en 2023. Alors, on recevait par là des traitements. Donc, dans des groupes de 10, il y en avait peut-être un qui était bon. On parle ici de jeunes qui ont déjà des genoux complètement effondrés, qui ne sont pas capables de marcher. Alors ça, ce sont des patients qui sont... Alors, il n'y a vraiment rien comme la prophylaxie parce que on est obligé d'arrêter le saignement sur le coup. Alors, pouvez-vous imaginer quand vous avez un enfant qui... peut avoir malheureusement un empoisonnement du foie à cause des facteurs qu'il reçoit. Bon, ça, c'était le cas pour mon fils. Donc, lorsque j'entends tout ça, moi, honnêtement, je saigne pour mon pays, je pleure pour mon pays et tous les gens qui sont derrière, que j'ai laissés derrière, et j'espère vraiment que les choses vont s'améliorer. C'est la première fois que je viens à un symposium comme ça, il y a 2 mois. J'ai été élue coordinatrice dans la province et je suis vraiment reconnaissante. Et je voulais simplement vous le dire. Nous savons que tout ce que nous avons ici, c'est bien plus que ce que d'autres personnes ont dans le monde. Et c'est quelque chose pour lequel il nous faut être reconnaissants. Merci.